Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Keun. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 198e numéro du Synthé Night Club. Ce soir, remplissez vos mugs de tisane, faites vos meilleures activités manuelles en nous écoutant, venez parler avec nous sur le chat de YouTube et de Twitch. Profitez bien de ce moment incroyable d'internet que nous allons vous délivrer, puisque nous allons débriefer pendant 1 heure un match que personne n'a vu. C'est quand même fou, ou flou, de se dire que pendant plus d'1 heure, les deux gardiens ne se sont pas vus, que les arbitres de touche ont jugé des hors-jeux qu'ils distinguaient à peine, et tout ça avec 1 heure d'interruption en espérant qu'avancer dans la nuit allait dissiper le brouillard. Ce qui est une réflexion, somme toute, assez contestable selon moi. Bref, au-delà de ça, c'est un match où l'adversaire a fait ce qu'il a pu en montrant un match sérieux et engagé face à une équipe très jeune de l'AS Saint-Etienne. Ça nous aura permis d'apercevoir certains jeunes qui ont été plus ou moins en réussite. La victoire nous aura permis de ne pas rajouter du doute au doute, puisque vous le savez, ce genre de match, c'est soit tu gagnes, et c'est normal, soit tu perds, et c'est la crise. Donc réjouissons-nous, débriefons ce match pur et de poids où nos jeunes ont tenté de briller dans le brouillard dijonnais et revenons un peu sur les autres actualités de la semaine, notamment l'interview de Stéphane Stassin, père de Lucas Stassin. Avec nous ce soir, un premier observateur attentif, Martin. Bonsoir Martin. Salut tout le monde. Comment vas-tu ? Écoute, pas trop mal. J'ai passé un week-end somme toute sympathique à tenter entre les gouttes, entre le brouillard, de voir quelque chose. Je n'ai rien vu, hein. J'ai vu 30 minutes de football, mais c'est pas grave. On est là pour parler des Verts, on arrivera toujours à parler des Verts. Oui, et puis si on a tout dit au bout de 30 minutes, on parlera de l'équipe de France ou je sais pas. Si vous avez des sujets dans le chat, n'hésitez pas. Avec nous également ce soir, pour sa première, Béranger Tournier, journaliste sportif pour Midi Libre, RMC et Radio France. Si mes infos sont bonnes, tu me diras si je me suis trompé. Mais surtout, bien sûr, supporter des Verts. Bonsoir Béranger. Salut à tous, ravi d'être avec vous ce soir et tes infos sont très très bonnes. Journaliste donc à Midi Libre, RMC et Radio France. Et contrairement à Martin, moi j'ai pas vu 30 minutes du match, mais j'en ai vu que 25. Donc déjà que Martin s'estime plutôt heureux. Hein. Ouais, mais c'est parce que il a rajouté les 5 minutes d'éclaircie qu'il y a eu entre la 48e et la 53e minute. C'est sûrement ça. Et pour faire le relais de vos réflexions, de vos blagues aussi si vous en avez, de vos cœurs Purple Green Rainbow, j'ai avec moi ce soir Quentin. Bonsoir Quentin. Bonsoir Keun, bonsoir à tous. Hâte de lire le chat. Comme tu as dit, les blagues et pourquoi pas certains débats autres que le match qu'on a eu du mal à voir ce week-end. Tout à fait. On y va, c'est parti. Allez, débrief, jingle. Synthé Night Club, le débrief. Effectivement, comme le dit Kevin, il n'y a plus de saison, ma bonne dame. Évidemment, le club a mis les photos du match, donc je vous les affiche en diaporama à l'image. Voilà, ça illustrera un petit peu la rencontre. Bon, on a passé l'intro à parler de ça, mais on va être obligé de débuter l'émission en évoquant les conditions de la rencontre. On en parlait déjà un petit peu en off avant le début de l'émission. Est-ce que vous comprenez la décision du délégué, du corps arbitral ? Est-ce que vous comprenez que le match ait été interrompu ? Est-ce que vous comprenez que le match est repris ? Est-ce que vous comprenez que le match ait été joué ? Est-ce que les décisions vous paraissent cohérentes ? Bref, qu'avez-vous pensé de la gestion autour de ce match ? Et je vais commencer avec toi, Béranger. Écoute, pour être très sincère, non, j'ai pas compris que le match ait été maintenu après la 30e minute. Parce que, alors, pour tout vous dire, moi, à la 15e minute, au quart d'heure de jeu, j'étais en train de regarder le match avec ma fille et je vois la fumée qui commence à arriver sur le côté droit du stade et je me dis, putain, est-ce qu'il y a des fumigènes ou... Ouais, je me suis demandé la même chose, mais je me suis dit, putain, pour un Voilà. 7e tour de Coupe de France, on est chaud quand même là. Exactement, donc c'est exactement la réflexion que je me suis faite et bon, j'ai vite compris au bout de quelques instants que non, c'était pas des fumigènes ou alors ils étaient vraiment très très costauds ceux-là et non, on voyait clairement plus rien. Ce qui est bizarre surtout c'est la gestion de tout ce qui s'est passé parce que de la 30e à la 45e, tu continues de jouer alors que très clairement, bah, c'était injouable, tu ne voyais plus rien et d'ailleurs je pense que ça coïncide aussi avec la période peut-être un petit peu plus compliquée de notre équipe parce que
compliqué de se trouver. J'en ai parlé justement à d'anciens joueurs hier pour préparer l'émission et eux-mêmes m'ont dit, notamment, il y a un mec que je connais très bien qui a joué en Ligue 2 et qui a joué dans des conditions à peu près similaires. Et il me disait que quand tu vois pas à 30 mètres, tu ne peux pas jouer tout simplement parce que tu vois pas les appels de tes partenaires. Lui, mon collègue est un latéral et il voyait absolument pas ce que faisaient ses attaquants. Enfin, c'est absolument injouable. Après, tu Et joues alors, différemment. C'est ce qu'a dit Orneland ouais, après le match. Il a dit à la mi-temps, j'ai dit à mes joueurs d'essayer de jouer plus court, de jouer plus serré, de faire du relationnisme quelque part, qui est un peu la nouvelle marotte du football. c'est clair, exactement. Mais et puis après, juste pour revenir sur la gestion de la rencontre, ce qui est vraiment regrettable, c'est ce qui s'est passé après à la mi-temps, parce que tu attends 1 heure pour absolument rien, puisque là, c'est comme tu disais dans ton intro, bah, c'est pas en avançant dans la soirée, très probablement que le brouillard allait se dissiper, allait se lever. Donc là, tu perds 1 heure pour rien. Finalement, tu reprends le jeu parce que je pense que les 2 équipes voulaient reprendre, même si, comme on disait en off avec Martin, ça devrait même pas rentrer en ligne de compte. Et je sais même pas si c'est rentré en ligne de compte, mais en tout cas, le diffuseur a indiqué que les 2 équipes voulaient vraiment reprendre. Donc je pense que ça a un petit peu influencé l'arbitre parce que apparemment, lui, il n'était pas chaud de reprendre au début. Enfin voilà, tout ça pour dire que non, non, très clairement, ce match était absolument, n'aurait pas dû aller jusqu'à son terme. Et pour être très très honnête, franchement, la deuxième période, c'était compliqué de se concentrer dessus parce que de toute façon, tu voyais absolument rien. Donc, Ouais. match vraiment très particulier. Est-ce que tu es d'accord avec Béranger, Martin, ou parce que Moi, j'irais plus loin. J'irais plus alors, loin. moi, je me fais quand même un peu l'avocat du diable. Enfin, l'avocat du diable. Non, l'avocat de moi-même, parce que c'est un peu mon état d'esprit. C'est ouais, mais t'imagines si tu arrêtes le match, ça veut dire qu'il faut le reprendre. Si tu le reprends, quand est-ce que tu le reprends? Il faut mobiliser à nouveau toutes les équipes de sécurité, les joueurs, les clubs. Enfin, c'est quand même une énorme logistique comme ça d'arrêter et de reprendre un match un autre jour. Oui, 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 mais là, mais ça limite, c'est un sujet secondaire. Ce qui compte, c'est l'équité, et ce qui compte, c'est de fournir un spectacle qui se passe dans les meilleures conditions possibles et qui ne puisse pas altérer le spectacle. Un, ça altère le spectacle, et deux, parce que ça se passe bien aujourd'hui. Donc on l'a déjà oublié. Mais si la SS se prend 3 buts sur des hors-jeux, sur des buts où il y a des hors-jeux qui ne sont pas signalés, sur s'il y a un mec qui se blesse parce que je ne sais pour quelle raison. En fait, Est-ce qu'il a pas vu le poteau de la cage? mais non, mais c'est pas normal Ouais. qu'un match se déroule dans ces conditions-là. Là, ça passe comme une lettre à la poste pour deux raisons. Un, parce que c'est un 7e tour entre des amateurs et une équipe professionnelle, donc personne va faire d'esclandre, parce que personne, c'est pas l'équipe amateur qui va faire d'esclandre, et c'est pas la SS qui va faire de l'esclandre aussi, parce que c'est bien passé. Et deux, parce que ça s'est passé selon le scénario attendu. Donc au final, voilà, ça passe. Mm. Mais très franchement, moi je trouve que la décision, elle est assez catastrophique et scandaleuse. Parce que ouais, tu mets en danger l'équité et c'est quand même la base, sans parler de Coupe de France, de machin, c'est quand même la base de ce sport-là. Tu mets en danger le spectacle aussi, évidemment. Enfin, moi, je suis du côté du diffuseur, j'aurais un peu gueulé aussi, parce que finalement, la seconde période, elle est pas regardable. Donc pour moi, c'est pas la bonne décision. Et après, effectivement, que ça pose un souci de calendrier, etc., peut-être, mais ça, pour moi, c'est un enjeu secondaire. Voilà. Ok. Ah, c'est cool parce que d'habitude j'ai tendance à être assez d'accord sur les débats avec mes chroniqueurs. Là, moi, je suis pas tout à fait d'accord. J'ai aussi en mémoire, vous savez, moi, j'ai un de mes matchs coup de cœur de mon adolescence, c'était le Montpellier? Saint-Étienne-Montpellier ou le Ouais. Saint-Étienne-Marseille, Mm. mais le Saint-Étienne-Montpellier avec Obama où Brandao, Aubameyang, ils prennent des grosses pelles à neige, ils déblayent le terrain. Là aussi, ça aurait pas dû reprendre. Et pourtant, tu vois, je m'en souviens comme si c'était hier. Mais je sais plus si c'était il y a 2 ans ou 3 ans, un match où il y a une pluie qui fait que le ballon il roule même plus sur le terrain. Et je sais pas, il y a un Et truc de. Ça on doit change marquer à un du. moment donné. Ouais. On doit Ça marquer change à un du pain moment donné, le quotidien, ballon est quoi. sauvé sur la ligne. Bien sûr. Pardon, désolé, Béranger, j'ai pas entendu. Tu peux. Non, non, c'est moi, excuse-moi. Non, c'est le match dont tu parlais, je crois qu'on doit marquer à un moment donné, le ballon est sauvé Oui! sur la ligne, justement. J'ai cette image qui me revient. Ouais. Bon, en tout cas, effectivement, pensez aux joueurs, pensez aux arbitres, pensez aux commentateurs aussi qui ont dû meubler pendant 1 heure à la mi-temps en ne sachant pas si le match allait reprendre. C'était ouais face à Bordeaux, c'est ça, Romain, exactement. Justement, je lisais le chat, Quentin. Est-ce que les gens comprennent la décision? Est-ce que les gens auraient préféré reporter pour l'équité ou pas?
Ouais, globalement, c'est l'incompréhension, hein, que ça soit sur Twitch ou sur, YouTube. Céline sur Twitch qui alors je pense que c'est une émission qui n'existe pas, parle que c'est un épisode de cauchemar en visibilité réduite avec ce brouillard XXL. Laurent sur YouTube, incompréhension d'attendre 1 heure, pour au final continuer, alors qu'on a tous Mmh. vu à l'écran que c'était très compliqué. Pareil pour Aurel sur YouTube, ou que pour lui le match il aurait dû être arrêté, mais tant mieux pour, le club, hein, la SSE qui a gagné et même pour beIN qui a pu diffuser le match. Et Kevin, sur Twitch qui parle des jeunes joueurs de l'AS Saint-Étienne qui ont marqué comme Nguessan ou Aymar et qui ont pas pu avoir de souvenirs. Et un petit rajout personnel, je pense aussi au club amateur, qui aurait pu avoir Ouais. des supers images et rien du tout. Ouais, c'est vrai que mettre dans ta petite bande démo de joueurs des images de ton match contre le club pro de la Saint-Etienne, là c'est vrai que bon, ça fait un peu peine à voir. Bon, Par contre, on a fait un petit point météo, on était obligé hein, quand même, mine de rien, après le match de ce week-end. Mais on va essayer quand même d'analyser ce qu'on a vu. Euh, La rédaction de Peuple Vert a décidé de ne pas noter les acteurs de cette rencontre par souci d'honnêteté intellectuelle. Mais l'honnêteté intellectuelle, ça va bien pour les journalistes papier. Nous, on fait de l'oral et donc l'honnêteté intellectuelle, ça va 5 minutes. Donc, on va quand même juger les joueurs, évidemment. Petit top et flop, est-ce que vous avez envie de ressortir des noms de la besace, positifs comme négatifs, ce soir, Martin? Euh, oui, mais encore une fois sur la petite demi-heure, hein. Ouais. On va pas faire plus. Et moi, il y a un mec qui m'a tapé dans l'œil et c'est intéressant parce que c'est quelqu'un dont on parle quand même depuis quelques temps, mais c'est le petit Aymar que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai trouvé audacieux. Le maillot a pas pesé lourd sur ses épaules, alors que parfois ça peut être compliqué quand on débute comme ça. Et je l'ai trouvé Ouais. culotté. Et pas que sur le but. À la limite, le but, c'est peut-être l'action la moins. Son talent semble moins flagrant parce que bon, c'est une voilà, Moefek et etc. Mais sur des frappes de loin, sur des remises, moi j'ai vu des attitudes qui m'ont beaucoup plu. S'il y a un gros top à avoir, c'est lui. Ah, la maturité Euh, de Paul Aymar, elle fait plaisir à voir, hein. ouais, Moi, ça me fait un peu ouais, penser au début de Saliba où t'as l'impression qu'il a 28 ans, quoi, alors qu'en fait, il en a 18. ouais. Alors ouais, sans préjuger de ce qui se passera après, parce que Oui, 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 bien sûr. je C'est lui à souhaite une l'instant carrière T. à la Saliba. Ouais. Mais en tout cas, sur ce que j'ai vu là, franchement, ça m'a beaucoup plu. Et de tous les jeunes, c'est celui qui m'a le plus plu. Mais encore une fois, hein, c'est jugé sur quelques minutes Mm. seulement. Et je reste aussi persuadé que cette équipe-là, avec un Moefek en pleine possession de ses moyens, et qui, comme ça, peut dicter sa loi au milieu de terrain, c'est pas la même équipe. Voilà. Donc, j'ai décidé de sortir un jeune et un mec qu'on voit plus d'habitude, mais Moefek, moi, comme ça, j'adore. Est-ce que t'as un petit flop à ajouter à l'analyse? Avec toujours la C'est, nuance de, on rappelle que c'est ouais, dur d'être, enfin voilà, le c'est mot dur, flop mais est fort. mot bleu, malgré tout, Ouais. sur l'action du penalty, il y va trop fort, il arrache tout et enfin, en fait, on a trop peu de matchs pour le juger. On Ouais. a, on a un match par an pour le juger, donc c'est dur. Mais encore une fois, là, alors il fait quelques arrêts, me semble-t-il, en seconde période, mais c'est quand même léger. Après, il est pas aidé par Pedro, hein, me semble-t-il, sur cette action-là, qui se fait avoir un peu. Mais ouais, mot bleu, ce serait quand même. Voilà, Ok. dans ce 11-là, ce serait le flop. Mot bleu qui nous fait des sorties d'Etienne Green. C'est vrai, un petit peu, on s'en souvient. Béranger, est-ce que tu as des noms à ressortir? Est-ce que ce serait les mêmes que Martin ou pas? pour être très honnête, je suis très embêté parce que les 3 noms qu'a sorti Martin, c'est les 3 noms que je voulais sortir. Ah merde. Donc, je vais un peu répéter ce qu'a dit Martin, mais peut-être en accent encore plus sur le boulot de Mouefek. Parce que bon, je me cache pas, hein, c'est un peu mon chouchou, hein, Aymen, mais il va falloir qu'on se mette en tête vraiment que ce mec-là, il est vraiment indispensable à cette équipe, tout simplement. Il a été patron, encore une fois. Il a porté les jeunes, il leur a donné confiance. Même on le voit en réaction, je crois que c'est à la mi-temps, il a des mots qui sont justes. J'aime beaucoup ce qu'il dégage. J'aime beaucoup ce qu'il dégage et dans l'inside
de la semaine dernière qui a été publié par le club. On le voit également, on voit ses propos dans le vestiaire, ou même il y a l'Arseneur qui le branche à un moment donné en disant c'est bon Cruyff, arrête-toi 2 minutes, mais hum, il dégage quelque chose vraiment de très très fort, je trouve, Mouefek. Et c'est un garçon donc qui va jouer vers l'avant, qui va mettre de l'intensité. On sait à quel point c'est important dans ce championnat de Ligue 2, qui va apporter également une vraie dimension physique, toujours aussi importante dans ce championnat. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est un mec d'ici, quoi. C'est un mec de Saint-Étienne C'est le vrai qui amoureux porte du club, l'identité. quoi. Exactement. Et donc, je trouve qu'on s'en est, on s'en prive trop ces derniers mois, ces dernières années. Il a un petit Mais peu il se prive tout seul, hein, le pauvre. Hein. Il se prive tout seul. Hein. C'est à cause de oui, ses parce qu'il a blessures. été Parce que blessé, mais d'autres sinon, fois, je suis d'accord, bien sûr, mais je trouve que, alors peut-être que je suis pas très objectif sur son cas, mais je trouve qu'il a un peu le syndrome du mec qui est formé au club et qu'on met parfois un petit peu en retrait au profit d'autres. Au détriment. Et ça, je trouve que c'est dommage parce que vraiment, pour moi, c'est un maillon essentiel, vraiment, de cette équipe. Et s'il, dans quelques mois, on est amené à monter en Ligue 1, je pense que sur le terrain et en dehors du terrain, il aura vraiment eu un rôle important. Et puis après, juste pour faire une petite digression sur Aymar, j'ai beaucoup aimé aussi. Franchement, je l'avais vu que quelques fois, quelques bribes de vidéos, notamment quand il était en sélection. Et franchement, il dégage une espèce de maturité qui est déjà assez impressionnante à son âge. Et je pense que ouais, j'avais entendu beaucoup de bien du petit Aymar. Ben, ce que j'ai vu sur 25 minutes, du coup, ça a vraiment confirmé ses promesses. Ouais. et juste sur Mouefek, je trouve qu'on est. L'ASS cette année, en tout cas, une équipe très talentueuse. Mais c'est une équipe enfin, sur le début de saison, ça paraît évident, qui manque de caractère. C'est une équipe qui peut se dissoudre très facilement. C'est une équipe qui, à mon sens, aussi manque de leader, parce que qu'effectivement, telle qu'elle a été construite, cette variante-là, elle a été un peu oubliée dans Ouais. tout le mercato et Abdelhamid même dans la revient. construction de l'effectif. Alors, Abdelhamid, mais si possible avec un joueur qui peut apporter une plus-value parce que voilà. Mais je trouve que Mouefek, dans cet effectif-là, il a cette particularité-là, lui. Et c'est un des rares qui peut effectivement s'élever comme un leader, mais qui peut aussi, par son jeu, un peu parfois laborieux, un peu, voilà, mais apporter cette dimension-là, parce qu'en Ligue 2, le talent, ça va jamais suffire, en fait. Ouais. Ça va absolument jamais suffire. La Ligue 2, c'est pas comme ça que tu remportes tes matchs. Et parfois, on est une équipe, je trouve, un peu trop facile. Et Moefek, il est là pour la ramener sur terre. Et pour moi, il est capital. Capital. Ouais, et effectivement, la rage, la grinta de Mouefek, elles font et son impact auprès des autres, ça fait plaisir à voir. Après, je me permets quand même parce que sinon Joss Randall, en écoutant le débrief, va taper dans son téléphone. Euh, Ne pas oublier que aussi, malheureusement, on revient toujours à la même chose avec Mouefek, c'est que ces blessures font que la moitié du temps il est blessé et l'autre moitié du temps il revient de blessure. Et donc combien de matchs on a eu avec un Mouefek vraiment à 100%? Très très peu. Et oui, un Mouefek à 100%, on en a besoin dans cette équipe. Un Mouefek pas là ou pas à 100%, c'est moins indispensable. Juste, j'aimerais bien qu'on revienne sur un joueur, parce que moi, c'était honnêtement la première fois que je le voyais jouer. C'est Makloufi, qui a, je trouve, eu un match assez compliqué sur son côté gauche. J'en attendais pas mal parce que je me suis dit, avec les galères qu'on a au poste de latéral cette année, peut-être que si donnait une belle première impression, il aurait pu rentrer un peu plus facilement dans la rotation. Et là, j'ai l'impression qu'il a vraiment pas marqué de points. Est-ce que vous me suivez là-dessus ou non, c'est trop compliqué de dire ça? Mais en vérité, il était aussi à l'opposé de la caméra, si je dis pas de bêtises. Et très, très compliqué de juger son match. Parce que lui fait partie, franchement, des joueurs qui n'étaient pas mis en valeur par la diffusion et après par la diffusion du brouillard. Hmm. Et moi, c'est très compliqué pour moi de juger son match. Mais effectivement, sur ce qu'on a vu, Pas mal de pertes de me relève. balles. Ouais, des pertes de balles, effectivement, Hmm. mais en fait, j'aimerais pas le. Parce que en fait, il nous manque 2 tiers du match, Hmm. donc compliqué quand même. Ouais, Béranger, tu rejoins Martin sur la difficulté d'analyse. Ouais, je suis complètement d'accord. Après,
Ouais, je suis vraiment d'accord. Donc déjà, comme a dit Martin, compliqué de juger son match à cause du brouillard et du fait qu'il était vraiment pas mis en valeur sur son côté. Après, c'est vrai que là où je suis d'accord avec toi, c'est que sur les quelques minutes, en tout cas, où on a pu l'apercevoir, en tout cas, c'est pas un mec pour lequel, comme avec Aymar par exemple, je me dis, oh, lui, il a quelque chose Mm. de plus que les autres. Voilà, j'ai pas vu quelque chose d'impressionnant chez Makloufi. Comme tu dis, il y a eu deux, trois pertes de balles qui étaient un petit peu embêtantes. Après, voilà, encore une fois, déjà, ça aurait été compliqué de le juger sur 90 premières minutes en pro. Là, sur 25 premières minutes en pro, ça va être encore plus dur, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Dans le chat, parce que là on a fait un peu des tops et des flops, on le rappelle, hein, si vous nous rejoignez, on est en train de juger un match difficile à juger, mais on le fait quand même parce que pourquoi pas, c'est intéressant de débriefer ça. Est-ce qu'il y a des noms qui ressortent un petit peu autres que ceux qu'on a dit? Dans la globalité, non, Job Gaming, bah, sur Twitch a bien aimé Aymar, il a trouvé que c'était une bonne surprise. Il met un petit point en plus, concernant Mouefek qui peut, pour lui, devenir le futur capitaine de l'équipe s'il continue et bah, si les blessures lui permettent d'enchaîner. Nous avons aussi, heu, Laurent sur YouTube qui a trouvé Aymar OK, comme un peu, bah, tout le monde en soi, mais que pour les autres, c'était bof. Il met un petit peu même, plus de mots sur, Denis Sapia qu'il a trouvé très en difficulté, même contre une R2. Ouais. Heu Job, toujours sur Twitch, ça confirme qu'on a besoin d'un latéral gauche, hein, pour revenir sur Makloufi, là où on était en train de discuter et Kevin qui en rajoute même, que Makloufi n'allait pas être mis en concurrence par, Masson, qui a laissé apparaître sa bedaine à travers le brouillard tel Kazri Prime. Il est con. Ah ouais, moi j'ai du mal à. Moi, ça fait partie de mes plus grosses déceptions à la SSE, Ivan Masson. J'attendais tellement de ce joueur quand il est arrivé là, après son match contre Nantes, incroyable, où il marque un but magnifique, où on en parle presque en équipe de France. Oh là là, Ivan Masson, quelle déception. Euh, oui, c'est vrai qu'il y a trois joueurs aussi où on peut en dire un petit mot peut-être. Il y a effectivement le cas Denis Sapia qui, bah, mine de rien, n'est plus de première jeunesse et on s'en aperçoit sur ce genre de match où bah, lui donner du temps de jeu, c'est important parce que bah, à cet âge-là, on est un peu diesel. Et il va falloir engranger des minutes pour se remettre dans le rythme. Et puis sinon, il y avait quelqu'un, je sais plus qui disait que les autres jeunes, il a trouvé bof. On a quand même, mine de rien, une belle passe décisive, un beau centre de Jules Mouton, donc le petit frère de Louis Mouton. Et surtout, on a N'Guessan qui marque son premier but. Alors, en soi, N'Guessan, c'est un joueur où on est un peu plus habitué, parce que mine de rien, il a eu quand même beaucoup d'apparitions dans l'équipe professionnelle. C'est un joueur dont on parle beaucoup, qui est dans les équipes de France jeunes, qui est annoncé comme un futur crack. Donc on le connaît déjà un petit peu plus que les autres. Mais mine de rien, N'Guessan, c'est son premier but avec le maillot vert professionnel. Donc est-ce que pour vous, ça peut débloquer quelque chose? Est-ce que vous pensez qu'on risque de plus le voir sur cette deuxième partie de saison? Ou ça veut pas dire grand-chose et qu'avec Stassin et Dufus, il reste troisième dans la hiérarchie, Béranger? Je, Moi, je suis pas. Alors, encore une fois, c'est un jeune joueur qui va sûrement même nous montrer des choses très intéressantes au cours des prochains mois quand on entend tout ce qu'on entend sur lui, justement. Mais moi, j'ai jamais été. Je suis pas dithyrambique quoi, sur le petit Nguessan. Je suis un peu perplexe. Là encore, j'ai essayé vraiment d'être attentif sur les quelques minutes qu'on a pu voir. Je l'ai bien observé, tout ça. Alors, il a des qualités, c'est sûr, mais je reste plutôt perplexe sur ce garçon. C'est très jeune encore, ça va sûrement se développer. Mais voilà, alors oui, son premier but en pro, ça peut peut-être lui faire du bien. De là à aller concurrence, enfin à rentrer dans la concurrence, à intégrer la concurrence quand on voit le secteur Mm. offensif, à quel point il est fourni et tous les tracas que ça peut causer à notre coach norvégien.
J'ai du mal à le voir rentrer dans la rotation, en tout cas être vraiment une solution crédible pour avoir une place tout simplement dans les allez, 12, 13, 14 joueurs de la SS. Vraiment, j'attends de voir pour N'Guessan, j'attends de voir. Ouais. On rappelle, hein, 17 ans, N'Guessan encore, Oui, c'est pour pas ça, encore c'est très majeur. jeune encore une Ouais. fois, et autant dans un an, il va exploser et il me fera taire, et c'est tout le mal que je lui souhaite, Mm. évidemment. Mais pour l'instant, je lui trouve pas, on va dire, de qualité, que ce soit dans la technique, dans la vision du jeu, alors, il est très frêle aussi, physiquement, il faut qu'il s'étoffe encore. J'arrive pas à lui voir des qualités impressionnantes. Alors, encore une fois, comme tu dis, il a 17 ans, c'est très jeune et il a sûrement beaucoup, beaucoup de qualités qu'il pourra exploiter à l'avenir. Mais voilà, Mm. pour l'instant, je reste un petit peu mesuré sur le Kanguessan. Sur les trois noms que j'ai évoqués, là, Apia, Jules Mouton et N'Guessan, Martin, t'as des choses à dire? Moi, Nguesson, j'ai envie qu'il intègre, qu'il gagne du temps de jeu en tout cas. Ouais. Est-ce que ce sera plus qu'en début de saison? Bah, ça, c'est pas compliqué, hein. Moi, j'aimerais qu'il intègre parce que, en fait, c'est comme ça aussi que tu fais grandir tes jeunes à Saint-Étienne. C'est-à-dire qu'à un moment aussi, il Oui, faut envoyer des messages. Il faut montrer que les ponts entre la formation et le groupe professionnel fonctionnent. Et Nguesson, aujourd'hui, c'est le plus grand espoir du club. Et que c'est de la Ligue 2 et que je pense que aujourd'hui, il a le niveau pour se faire les dents. Après, évidemment, pas en première option. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, tu as un secteur offensif qui est pas taillé pour la Ligue 2. On a trop de joueurs Mm. et trop de bons clair. joueurs. Donc pour lui c'est compliqué. Mais pour moi, ça doit être nécessaire. En fait, c'est même quasiment obligatoire pour un club comme la Saint-Étienne, un club formateur, un club qui a besoin de ses jeunes, voilà. Mais c'est plus facile pour un Kevin Pedro parce qu'il y a plus d'ouverture en défense centrale où c'est un cataclysme depuis quand même un Ouais. certain nombre de mois, de saisons et d'années Oui, que pour ça vaut le Nguessan, coup de où tu tenter, quoi. as, Mm. bah oui, mais que pour Nguessan, où tu as un international espoir belge, où tu as Dufus, où tu as Davitashvili, où tu as, où tu Cardona, où tu as des mecs qui sont installés, qui ont une histoire professionnelle qui est costaude, quoi. Kevin Pedro, lui, on va le revoir. Face à 3, c'est quasiment la meilleure performance d'un défenseur central depuis le début de saison, si j'exagère. Mais en fait, c'est tellement désert derrière que forcément, il aura des opportunités. Mais c'est un peu dur pour Guessant. Mouton, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé enfin, sur ce que j'ai vu encore une fois, qu'il était une grosse activité. Il se bat énormément. Euh, il donne une galette aussi à Nguesson quand même sur le but. Ouais. Et voilà, je l'ai trouvé. En fait, j'ai trouvé ça assez vivifiant comme match pour les jeunes. De ce que j'ai vu, j'ai trouvé que on parlait beaucoup depuis le début de saison, effectivement, d'un effectif assez étoffé. Et le fait qu'il y ait eu un gros recrutement, etc., les jeunes, pour eux, ça peut être compliqué de se faire une place dans cet effectif-là. Et ben, on voit que derrière la formation stéphanoise, bah, elle est là. Et que s'il fallait pallier quoi que ce soit, bah, qu'on a des jeunes qui peuvent le faire. Donc, de ce point de vue-là, pour moi, c'est le seul enseignement de ce match-là. Ouais. C'est le seul. Mais il est intéressant. Et d'ailleurs, le tirage au sort pour le 8e tour de Coupe de France a eu lieu. Nous allons donc avoir une sorte de derby, même si C'est un derby, ouais. je déteste utiliser ce mot à tort et à travers, mais bon, là pour une fois il se justifie un petit peu quand même, puisque c'est le club de la fusion entre Écoté et Moins que nous allons affronter. Je sais plus quand c'est la date, je l'ai lu tout à l'heure, c'est fin novembre, 29 novembre, je C'est crois. 29 novembre, je crois, Ouais, c'est ça, 29-30. c'est ça. Donc, à nouveau une équipe de régional. Bon, du coup, C'est une équipe. fantastique comme histoire, ça. Ouais, c'est trop C'est bien. Ouais. fantastique. Mm. Parce que, en gros, c'est Montbrison, si j'ai bien compris, côté moins. Donc, c'est à côté, ça va se jouer à Geoffroy Guichard. Donc, c'est Ah, 11 joueurs. t'es sûr de ça? Parce que j'ai vu que, apparemment, ouais, ils ont demandé à ce que ça se fasse à Geoffroy Guichard, mais j'ai pas vu que c'était officiel. C'est pas officiel encore. Ok, Non, non, c'est pas officiel. Mais a priori, ça devrait quand même ok. et donc, une équipe Ah, ce serait de extraordinaire pour eux. Montbrison
qui se déplace à Geoffroy Guichard, ça va être des souvenirs de ma boule. Je pense que tu auras un Geoffroy Guichard qui soutiendra les Verts, mais qui soutiendra au moins Mm. autant côté moins, parce que c'est voilà, c'est les voisins, et c'est une super histoire. C'est vraiment une super histoire, et je trouve que c'est aussi le clin d'œil de cette Coupe de France qui peut nous permettre de vivre des trucs comme ça. Moi, je trouve ça génial cette histoire-là. Et alors, pour ce match du 8e tour de Coupe de France, donc là, pour le 7e tour, on avait pas mal d'internationaux qui étaient partis dans leur sélection respective. Et en plus, c'est un club de régional en face, donc ça justifiait le fait que on laisse la place aux jeunes. Béranger, toi, tu ferais quoi pour ce match de fin novembre? On aura le retour des internationaux, mais est-ce que malgré tout, vu que c'est à nouveau une équipe de régional, est-ce que tu gardes une équipe de jeunes comme ça pour donner du temps de jeu, ou est-ce que au contraire tu recommences à mettre ton équipe un peu plus compétitive entre guillemets? Peut-être que tu peux essayer de faire rentrer 2-3 pros en manque de temps de jeu. Je sais pas, je pense par exemple à Benold qui joue pas beaucoup. Peut-être que tu peux le titulariser. C'est vrai que ce Ça serait peut bien. être l'occasion. Après, comment? C'est vrai que ce serait sympa pour Benold Ouais, qui voilà, ouais, manque tout à clairement de fait. temps de jeu, et s'il y a un match où le mettre, c'est peut-être celui-là. C'est clair. Après, encore une fois, par rapport au niveau, on va encore être sur une équipe régionale, donc avec une différence de niveau normalement. Alors en plus, à GG, ça sera, on va dire que le contexte sera vraiment ultra favorable pour nos Verts. Donc il n'y a pas beaucoup de risques à reconduire certains jeunes. Et moi, j'aimerais bien revoir, par exemple, le petit Aymar, hein, cette fois un petit peu plus que 25 minutes. Et puis, par rapport à ce que j'ai dit sur N'Guessan, ça peut N'Guessan, justement, peut aussi se révéler dans un match comme celui-là. Donc, reconduire N'Guessan, ça peut être une bonne idée aussi, parce que là, il peut vraiment avoir quelque chose à faire face à ce genre d'équipe. Après, oui, voilà, je te dis, garder, on va dire, une ossature avec 5 ou 6 pros, comme on a fait un petit peu la dernière fois, sur le week-end dernier, et puis mettre 4-5 jeunes pour les accompagner. Je pense que c'est un match qui va, de toute façon, où encore une fois, tu vas affronter une équipe de régional, il y a suffisamment de différence de niveau, tu as suffisamment de marge pour faire tourner. Donc voilà, Mm. essayer de remettre quelques jeunes, ceux qui ont été méritants, ça peut vraiment être intéressant, et ça peut aussi, dans le groupe, euh, installer une certaine émulation. Ça, c'est toujours bien aussi. Ouais. Et Martin, je te pose la question, et je vous la pose aussi au chat. En vrai, ça m'intéresse de savoir un peu ce que vous en pensez en tant que spectateur, spectatrice sur YouTube et sur Twitch. Au niveau des objectifs de la SSE en Coupe de France, on sait que l'AS Saint-Etienne a formalisé l'objectif de remonter en Ligue 1 dès cette année. Donc on sait que l'objectif en championnat, c'est la remontée. Pas forcément d'être champion de France, mais de remonter. Quel doit être l'objectif de Coupe de France, selon toi, Martin? Bah, non, mais objectif de Coupe de France, en fait, enfin, pardon, mais Ça a aucun sens, ma chaque question. ah oui, Ah, mais, merde. mais oui, mais en fait, non, mais c'est pas ça. Mais l'objectif de Coupe de France, c'est-à-dire que tu alignes ton équipe dans la mesure où ça n'impacte pas ton objectif principal qui est celui de remonter en Ligue 1. Donc là, sur un match face à une R3, effectivement, tu panaches. Mais dès que tu vas te retrouver avec un match le mardi ou le mercredi, si tu joues 3 ou je ne sais qui le samedi et que, je sais pas, tu affrontes une grosse Ligue 1. L'objectif principal, ça doit quand même être la montée. En fait, la Coupe de France, quand tu es dans la situation de Saint-Etienne, ça dépend à 80% du tirage au sort. Si tu prends une grosse Ligue 1 en 32e, en 16e ou en Mm. 8e, c'est pas pareil. Donc en fait, parler d'objectifs sur des compétitions comme ça, c'est tellement la pièce en l'air que ça peut devenir un objectif à partir du moment où tu as avancé dans les tours et que tu te retrouves et que à côté, il n'y a plus le PSG, il n'y a plus Marseille et où ça se décante. Mais sinon, on va être tout à fait honnête, la différence de niveau entre Saint-Etienne aujourd'hui et le top 6 de Ligue 1, il reste faramineux quand on voit nos prestations Ouais. défensives notamment. C'est pas parce que tu as battu 3 que tu te dis que tu vas gagner la Coupe de France. Donc je pense qu'il faut rester très mesuré avec ça. En profiter pour effectivement soit relancer des joueurs, soit faire gagner du temps de jeu à tes jeunes si tu affrontes voilà, une opposition qui est vraiment en dessous. S'offrir des affiches de gala, c'est génial, hein, à Geoffroy Guichard, si tu affrontes même ne serait-ce que Rennes, sans parler de Lyon, sans parler de Marseille, sans parler de Paris, mais ou un Monaco, etc. Mais je pense qu'il faut être aussi très lucide sur le niveau de cette équipe par rapport à ce qui se fait de mieux en Ligue 1.
Après, je te trouve pas très ambitieux parce que Lucas Tassin, il veut jouer l'Europe. Si on gagne la Coupe de France, c'est parti pour Ouais, l'Europe, hein. ouais, 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 ouais. Ouais, 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 bah oui. Mais non, mais ça peut devenir un objectif si t'es en Ouais, demi et qu'il reste, oui, Angers, Metz et je ne sais qui, tu vois. ouais. Mais sinon, c'est compliqué quand même. Béranger, tu rejoins Martin un petit peu. Alors, je résume Ouais, très, très, très globalement, mais sur l'idée que si t'as pas l'objectif de la gagner, avoir un objectif de quart ou de demi ou de 32e ou de machin, ça a peu d'importance. oui, voilà, exactement. Et puis, moi, à titre personnel, je l'adore, cette compétition. Mm. Franchement, la Coupe de France, c'est vraiment une compétition qui m'a toujours fait rêver. J'adore écrire des articles dessus, faire des sujets dessus. C'est vraiment une compétition qui m'a toujours animé. Et la grosse vertu que je vais voir dans la Coupe de France 2025-2026 pour la SS, ça va vraiment être la possibilité, bah, encore une fois, de donner du temps de jeu, de permettre à des mecs comme Ben Holt de pouvoir avoir du temps de jeu, et ça, par rapport au groupe, en tout cas au niveau offensif, assez pléthorique qu'on a, et sait-on jamais si on passe encore un ou deux tours et qu'on a du monde qui revient derrière notamment, ça pourra permettre de faire tourner l'effectif. Et j'en discutais encore avec le coach d'Agde d'hier qui s'est fait éliminer par Montpellier. Il me disait quand même que tout au long des dernières semaines, il a senti dans son groupe une espèce de vraie émulation. Les mecs qui n'étaient pas forcément toujours concernés, toujours titularisés en championnat, bah là, il s'était vraiment concerné à l'entraînement, dans les séances d'entraînement, parce qu'il savait qu'ils auraient peut-être un coup à jouer en Coupe de France. Et ça, je pense que ça peut être important pour la SS par rapport à l'effectif que tu as. Permettre de donner du temps de jeu, de faire un petit peu tourner. Et puis, comme disait Martin, effectivement, on va pas commencer à dire on va gagner la finale, on va aller en Mm. quart ou en demi. L'écart est abyssal, pas avec les équipes de Ligue 1 et notamment de la première partie de tableau de Ligue 1. Mais on ne sait jamais. En plus, maintenant, il n'y a plus de prolongation, tu vas direct au tir au but. Donc, si tu commences à avoir allez, deux, trois équipes un petit peu abordables, ensuite un tirage un peu sympa et que tu passes un ou deux tours, eh ben oui, on pourra commencer à se dire bon, il y a peut-être un truc à faire. Et encore une fois, ça va mettre quelque chose dans ce groupe qui va être intéressant. Attention cependant à pas perdre trop d'énergie. C'est là où la Coupe de France, par contre, elle peut être terrible. Tu peux perdre de l'énergie physique, mais tu peux perdre aussi beaucoup d'afflux mental. Et ça, il va falloir être très vigilant par rapport à ça si tu passes des tours. Mais Ouais. on n'en est pas encore là, hein. On n'en est pas encore là. Quentin, dans le chat, je vois que ça réagit un petit peu sur ces questions d'objectifs de Coupe de France. Oui, ça réagit. Alors déjà, Stassin du 32 sur Twitch qui nous précise que Montbrison et Cortez sont deux clubs différents. Apparemment, c'est un derby en R3 pour avoir un peu plus de précision sur le club que la SSE va affronter. Après, plus globalement, Stassin, toujours sur Twitch, c'est d'essayer d'aller le plus loin possible. Céline qui est un peu plus ou moins d'accord, ce qui permet d'avoir une base solide et pour un projet aussi plus durable. On n'oublie pas que Kilmer et Horneland parlent souvent de projets, à long terme. Kevin sur Twitch est gourmand, il espère un quart de finale. On sait jamais. Après, Pascal, sur Twitch, pareil, qui pense que la coupe, c'est du bonus. L'objectif numéro un, c'est la remontée. Ernwald, toujours sur Twitch, qui dit que le chemin le plus court, c'est la coupe de France, hein, pour aller en Europe. Mais, C'est pas le chemin le plus court, c'est le seul chemin, là, si je peux me permettre. c'est surtout le seul chemin, c'est sûr. Mais après, voilà, plus sérieusement, pas être ridicule face à des amateurs et aller le plus loin possible parce qu'il y a les Ligue 1 qui vont rentrer. Et Oleg sur YouTube qui parle que l'année dernière, Dunkerque a loupé la montée à cause de la coupe. Pour lui, ça a coûté, Hmm. la montée à Dunkerque l'année dernière. Ouais. Alors, ils avaient peut-être pas le même effectif non plus, hein, nos amis dunkerquois l'année dernière. Mais c'est vrai que ça peut faire du mal dans un groupe quand tu vas loin. Tu peux perdre beaucoup d'énergie là-dedans, dans une telle aventure. Ouais. Après, comme le dit Kevin, c'est vrai qu'une belle affiche à Geoffroy Guichard, par exemple, retrouver un derby contre Lyon, qui, on le rappelle, hein, sont restés en Ligue 1. Ouais, non, je vais pas dire en achetant leur maintien. Allez, on va être respectueux quand même. Mais voilà, en se sauvant in extremis, j'espérais un peu le derby en Ligue 2. Bon, c'est vrai que ça pourrait être l'occasion de les recroiser.
Bon, bah écoutez, on verra bien en tout cas déjà comment ça se passe contre Éco Témoin. Ça reste du sport et ça reste du football. Et dans le football, rien n'est jamais joué. Le petit peut battre le gros. Donc, on ne sait jamais. Ne nous voyons pas trop beau trop tôt. Je vous propose, messieurs, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter sur cette parenthèse Coupe de France, que nous passions à d'autres sujets médiatiques de la semaine, et notamment la sortie de Stéphane Stassin, qui a donné une longue interview, où il y a pas mal de choses qui sont sorties. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'écouter ou de lire des extraits qui sont sortis de cette interview. Est-ce que déjà, pour résumer déjà un petit peu la situation sportive du joueur, est-ce que a priori pour vous, Stassin, il est à Saint-Étienne jusqu'en juin et après c'est terminé, quoi qu'il arrive, ça semble acté, ou est-ce que non, c'est pas obligatoire? Martin, t'en penses quoi? Bon. Non, c'est pas obligatoire. Je pense que Saint-Étienne a montré cet été qu'il n'y avait rien d'écrit. On aurait pu penser qu'effectivement, vu la rétrogradation les 6 derniers mois de Stassin, il partirait. Il n'est pas parti. Donc à partir du moment où, si l'an prochain, Saint-Étienne grimpe en Ligue 1, bah, et donc voit ses ambitions grandir, c'est c'est le club qui a les cartes, hein. Mm. C'est lui l'employeur, donc c'est lui qui décide. Et je trouve que la position de Saint-Étienne cet été, c'était de montrer aussi les muscles quelque part et de montrer aussi aux autres que bah ils n'avaient pas besoin d'argent et que s'il fallait garder un gros joueur, ils le garderaient. Donc je vois pas pourquoi ce serait différent l'été prochain. Et puis le clan Stassin peut dire ce qu'il veut, cette situation ne changera pas. Moi, pour revenir à l'interview que j'ai écoutée du début à la fin. Waouh. Je veux pas caricaturer du tout ce que dit le papa de Stassin. Il y a des choses qui sont justes, c'est vrai. Je peux comprendre, et ça, les supporters peuvent l'entendre aussi, qu'un joueur qui a un plan de carrière, qui a envie de jouer la Coupe d'Europe, etc., qui fait 6 excellents mois et qui a des offres surtout de gros clubs et de clubs qui jouent la Coupe d'Europe, soit frustré de rester à Saint-Étienne. Mais ça je l'entends à 800%. Je peux me mettre à sa place aussi. Il aurait pu grimper en niveau sportif, il aurait pu aussi gagner beaucoup plus. Donc je peux comprendre que voilà, il est traversé des moments difficiles. Mais est-ce que moi, c'est pas tellement le fond qui me chagrine parce que je peux tout à fait l'entendre. Si on sort un peu de nos conditions de supporters, c'est vrai. En revanche, la forme, c'est-à-dire balancer ça et à ce moment-là de la saison, et il a le droit de le penser, le père de Lucas Tassin. Il a aussi le droit Le de le dire, garder je pour pense que lui. c'est ouais, voilà, Mm. c'est ça, exactement. Donc voilà, moi, c'est juste ça qui me dérange. Mais dans le fond, dans tout ce qu'il dit, ah, ça s'entend, honnêtement, ça s'entend. Mais pourquoi le dire maintenant? Pourquoi Ouais. dire ça? Pourquoi Heu, ça, c'est quelque chose que j'ai plus du mal à assimiler, quoi. Ben, je rebondis sur ce que dit Martin et je me tourne vers toi, Béranger. Est-ce que tu trouves pas que cette sortie, elle est pas néfaste pour le joueur? À plusieurs moments dans l'interview, Stéphane Stassin, il dit Lucas, il fait pas de scandale. Lucas, il va toujours, il va pas faire de Ce polémique. qui est vrai, Tout, ce qui est vrai. et ce qui est vrai, et ce qui est totalement vrai. Tu vois, il Mais, aurait pu mais du faire coup, son pourquoi en interview dans faire à sa l'équipe, place? en mode, ouais, non, mais c'est vrai, il faut le dire. Mais Enfin, mais si, là, il lui si, rend pas si, si service. le fils a des valeurs et une éthique de travail qui fait qu'il a un comportement qui est respectable, est-ce que le fait que son père rue dans les brancards en disant mon fils ne pense pas qu'à l'argent, il veut rester à Saint-Étienne, mais quand même il devrait penser à l'argent, machin, est-ce que c'est pas juste néfaste pour sa carrière? Parce que là on parle de Saint-Étienne parce qu'il est à Saint-Étienne, mais est-ce que un père qui se mêle comme ça de la vie de son fils, qui est majeur, hein, on le rappelle, il est vacciné et majeur, hein, cet enfant. Est-ce que c'est pas nocif pour sa carrière, justement? Si, je suis complètement d'accord avec toi, et puis je suis complètement d'accord aussi sur ce qu'a dit Martin. En soi, ce qu'a dit le père de Stassin, sur le fond, il y a des choses qui sont correctes, qui sont justes, et on peut l'entendre. En revanche, encore une fois, quand on revient sur la forme, on se dit,
Mais pourquoi? Pourquoi en fait? Enfin, moi je supporte plus ses entourages, ses pères, ses frères, ses sœurs, ses Ouais. femmes, ses cousins, ses cousines, qui prennent la parole, à qui on donne la parole aussi, parce que je sache, il a répondu à une interview, Stéphane Stassin, et je il faut qu'ils comprennent, tous ces entourages, que ça cause énormément de tort à leurs proches, à leurs joueurs. Les clubs regardent tout ce qui se dit. Les clubs écoutent tout ce qui se dit. Et au bout d'un moment, quand t'entends le père Stassin, donc, qui va commencer à balancer des trucs sur même s'il y a des choses vraies par rapport à ce qu'il a dit sur la cellule médicale, choses comme ça, les clubs ils apprécient pas ça. Les clubs ils apprécient pas. Et donc je pense sincèrement que ce qu'est en train de faire Stéphane Stassin, parce qu'en plus c'est pas sa première sortie, mais c'est vraiment pas bien pour son fils. Et je pense que il faut vraiment que les entourages se mettent en tête qu'ils doivent faire très attention à ce qu'ils disent et qu'ils doivent surtout éviter de prendre la parole. Parce que on sait très bien comment ça marche dans le foot au niveau de la communication. La moindre petite phrase peut prendre des proportions vraiment très importantes. Et là, ce qui se passe avec Stassin ces dernières semaines, moi en tant que supporter, franchement, ça me saoule. Ça me saoule parce que c'est chiant au bout d'un moment. On s'est dit, est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va pas rester? Alors ensuite, quand il est resté, on était tous tellement contents, mais finalement, on a compris que le mec était pas content d'être là. Ses proches font comprendre qu'il est pas content d'être là. Il y a des choses qui sont, au bout d'un moment, c'est chiant. C'est vraiment chiant. Et oui, c'est peut-être c'est un détail peut-être, mais dans les images qu'on a vues du vestiaire la semaine dernière lors de la victoire face à 3, alors que les mecs sont tous en train de faire le cri de guerre, Stassin, il est là, il est déjà douché, enfin, il a déjà le douche partout sur la tête, il est en train de prendre sa douche. Je sais pas, c'est des choses qui me font dire que je sais pas s'il est totalement intégré Investi. au groupe, Ouais. qu'il est totalement intégré au projet. Et quand je lis l'interview de Stéphane Stassin cette fois, ça me conforte dans cette idée de se dire que il est là parce qu'il faut être là, parce qu'il a un contrat à respecter, mais qu'au fond, ils font tout pour que Lucas Stassin parte. Et ça, au bout d'un moment, c'est chiant et je pense que c'est très très contre-productif pour les joueurs, que les clubs n'aiment pas du tout Hmm. ça. Mais Ah, alors, puis surtout, il y a deux trucs. Il y a deux trucs, si je peux me permettre. vas-y, C'est permets-toi. qu'il le fait au pire moment. Ouais. C'est-à-dire que si Stassin aujourd'hui était titulaire, qui marquait 2 buts par match, eh ben, tu peux l'entendre un tout petit peu plus. Là, il est au fond du trou, il met plus un but, il est remplaçant, donc il est sous le feu des critiques. Donc c'est le pire moment. Deuxièmement, il va lui foutre une pression sur les épaules. C'est clair. Parce que derrière, bah, qui est-ce qui va devoir assumer les propos du papa? C'est le fiston. Donc il lui met une pression supplémentaire. Et trois, il met le feu à l'environnement derrière. Et je parle pas du club, là je parle des supporters. C'est-à-dire comment va réagir Geoffroy Guichard s'il entre en jeu à la 67e contre Nancy. Euh, En fait, il lui fout une pression qui est démentielle sur ses épaules. Alors qu'en ce moment, je suis pas sûr qu'il ait besoin de ça, Stassin. Il a besoin, à mon avis, d'un truc un peu apaisé autour de lui. Oui. On lui dise, ok, t'es remplaçant, mais il n'y a pas de problème. Tu vas revenir petit. Mais non, là, tu mets un peu le feu alors que c'est déjà le feu, sans doute, C'est dans ça. sa tête. Donc, je suis Je pas me sûr que demande ce soit le meilleur moment. Je me demande vraiment pourquoi ils font ça. Et oui. Parce que à quel moment justement les entourages vont se dire si je fais cette sortie médiatique à ce moment-là, si j'envoie ce petit coup de pression à ce moment-là, on va en tirer profit. J'ai du mal à comprendre pourquoi ils font ça. Ils savent très bien. En tout cas, Stéphane Stassin, il a pas l'air bête du tout en plus. Il sait très bien que sa sortie, elle va être mal prise. En tout cas, elle va créer beaucoup de débats. Comme dit Martin, le faire au moment où son fils est en grande difficulté sportive, je comprends pas. Je comprends pas. Et je me demande même, enfin, est-ce que c'est Lucas qui, est-ce qu'il est, enfin oui, il est forcément au courant, mais est-ce que c'est lui qui pousse son père pour aller faire l'interview, tout ça, je sais pas, mais je me Je, demande vraiment, je m'interroge, je sais pas s'il est pourquoi ils font forcément au ça? courant.
Honnêtement, moi, je ne suis pas Je- sûr. Je serais curieux d'avoir l'avis de Lucas Tassin sur la sortie de son père, parce que honnêtement, C'est encore plus grave. ce que je comprends, hein. j'en ai vu des pères et des mères de famille se mêler de ce qui les regardait pas dans la vie de leurs enfants. Je suis pas sûr à 100% que que ce soit validé par Lucas comme certaines choses de Véronique Rabiot qui n'ont pas forcément été validées par Adrien. Mm. Mais en fait, c'est ça. Je vois beaucoup dans le chat des gens qui ont écouté cette interview, et vous l'avez dit aussi, hein, Béranger et Martin, que tout n'était pas acheté dans cette interview. Effectivement, il ne dit pas que des bêtises, hein, ce monsieur. Mais c'est vrai que moi, ça m'agace particulièrement, parce que même s'il dit pas que des bêtises, il dit quand même des énormités, quand même. Il dit que pour que Lucas, son fils, se remette de sa blessure correctement, les installations à Saint-Étienne ne sont pas suffisantes. Que par exemple, dans le cadre de récupération de ce genre de blessure, il faut aller à la piscine. Il n'y a pas de piscine dans les installations médicales de Saint-Étienne. Mais enfin, il se moque de qui? Évidemment qu'il y a des piscines. Enfin, voilà, déjà. Peut-être qu'il s'est foiré dans ce qu'il a dit, mais c'est quand même une énormité. Ou quand il dit, plutôt vers le début de l'interview, que bah oui, mais en fait, Lucas, son plan, quand il est arrivé à Saint-Étienne, on lui a dit que l'idée, c'était de se stabiliser en Ligue 1, puis de viser l'Europe. Et il s'avère que, ah bah, l'AS Saint-Étienne est descendu en Ligue 2. Oui, mais pourquoi l'AS Saint-Étienne est descendu en Ligue 2? Qui était sur le terrain? Alors oui, Lucas Tassin n'était pas le pire joueur, mais il faisait partie de l'équipe. C'est pas l'AS Saint-Étienne qui est descendu en Ligue 2, c'est l'AS Saint-Étienne avec Lucas Tassin. Donc c'est facile de dire, ah bah oui, bah moi c'est pas dans mes plans de descendre en Ligue 2. Bah oui, bah fais en sorte que l'équipe descende pas en Ligue 2. Alors, enfin, il y a un truc, il y a des choses qui sont quand même un petit peu déconnectées de la réalité, et qui sont surtout très égocentrées. Pardon, je m'énerve un peu, mais qui sont vraiment uniquement centrés sur son petit univers, son fils adoré, ce que je peux comprendre quand on est père de famille, mais c'est quand même un peu déconnecté de la réalité. Quand il dit aussi au début de l'interview que à Saint-Étienne, Lucas Tassin était attendu comme le Messi, et que du coup il y avait une énorme pression sur ses épaules, honnêtement, il y a eu des joueurs à Saint-Étienne qui ont été recrutés pour beaucoup moins cher que ça, et qui avaient plus de pression que Lucas Tassin à son arrivée. Oui, il y avait de la pression, c'était le transfert le plus cher de l'histoire, mais il n'était pas du tout attendu comme le Messi. Moi, je présente une émission où on parle de l'AS Saint-Étienne, j'ai entendu personne dire Lucas Tassin, c'est le futur Lewandowski, c'est le futur Ibrahimovic, c'est un neuf incroyable. Enfin, personne ne le connaissait quand il est arrivé. On se disait, bah écoutez, vu le prix qu'il a coûté, effectivement, on espère que ce sera plutôt un bon joueur, on espère qu'il va valider le montant de son transfert, mais pas plus que ça. Bon, bref, je m'arrête là parce que je suis présentateur, je suis pas chroniqueur, mais Mais moi, t'as raison. cette interview m'a un peu agacé quand même. Et puis encore une fois, si on est un peu terre à terre, enfin, le mec quand même critique l'employeur de son fils. Enfin, alors Ben je ouais. sais qu'en dans le foot, on Ça peut fout la tout se merde. permettre parce que les joueurs sont des stars. Mais quand même, enfin, au bout d'un moment, faut que les entourages vraiment, je pense. Et donc là, on parle de Stassin, mais pour moi, les entourages de manière plus globale doivent vraiment réfléchir, faire attention à ce qu'ils font, parce que c'est vraiment, encore une fois, j'ai déjà dit, mais c'est contre-productif pour le joueur. Et ça, les clubs détestent ça, détestent ce genre de sortie, détestent. Que ce Ouais. soit Saint-Etienne ou les clubs qui réfléchiraient peut-être à prendre Lucas Tassin. Quentin, dans le chat, parce que là, mine de rien, on parle de cette interview, mais est-ce que les gens, j'ai lu un petit peu pendant qu'on en parlait, mais est-ce que les gens l'ont écouté cette interview, ou ont bien sûr relu les excellentes transcriptions qu'il y a sur le site peuplevert.fr, que vous pouvez retrouver aussi sur l'application Peuple Vert avec les notifs, n'hésitez pas. Est-ce que les gens ont fait un petit peu gaffe à cette actualité médiatique? Alors, ouais, hein, tout à fait Ken, ça a pas mal réagi. Après, je vais pas te paraphraser parce que tu as dit beaucoup de choses qui est ressorti sur les 2 chats, hein, le fait qu'on parle de qu'il est arrivé comme Lionel Messi, pas trop compris, hein, pour Sylvain, et un peu plus compris tout le reste de l'interview. Hem Il y en a beaucoup aussi qui parlent, bah, de son état d'esprit à Lucas Tassin, comme vous avez parlé, Béranger, Martin, après la victoire, il est déjà sous la douche en train, de se laver pendant que les autres font un cri de guerre, et il compare avec Zurico, qu'on critique beaucoup pour son jeu individualiste, mais qui lui, de son côté, est vraiment, irréprochable, dans son attitude. Il est heureux, pas avec tout le monde quand il a pas joué. Je me souviens d'un match, il a mis sur ses réseaux sociaux, pas mal de photos, du club, Ouais. et il y a Stassin32, sur Twitch. C'est quelque chose qui m'a interpellé. Il a plus de mal
avec le journaliste, donc Sacha, j'ai plus son nom de famille au Olieri. monsieur. Voilà, il a plus de mal avec lui et ce qu'il fait et qu'il met en place par rapport à Lucas Tassin et l'entourage Tassin, que plus l'interview en elle-même Ouais. du papa. Oui, c'est Il y a vrai une que connivence il y a une connivence. Il termine en disant j'aimerais que tous les papas de joueurs soient comme toi et tout. Il y a un tutoiement ouais, qui, moi, en tant que journaliste, me crispe un peu, effectivement. ouais. En fait, le journaliste, il est parti pris dans cette affaire-là, donc c'est sûr que c'est un peu crispant. Bah, et c'est toi qui le disais, Martin, au début, c'est enfin. On critique ce que dit le père de Lucas Tassin, mais on peut le faire parce que quelqu'un lui a donné le micro. En soi, on n'est pas obligé de lui donner un micro à ce monsieur. Et j'ai rien, encore une fois, je n'ai rien contre lui. Juste, Mais est-ce qu'on que lui c'est donne le si micro, moi, pertinent ça me de... pose pas de problème. Mais qu'on lui oppose aussi qu'on rentre pas dans son narratif forcément à Oui, 100%, voilà. oui, mais ça, On lui oppose des enfin, choses. vous êtes tous les deux journalistes, vous savez que c'est un métier. Enfin, on n'improvise pas sa carte de presse, mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Bref, je vais mettre quelqu'un à dos que je ne connais absolument pas. Ça n'a aucun sens. Quelque chose à rajouter sur cette interview de Stéphane Stassin ou pas? Bah, que Lucas serait très inspiré de vite remarquer pour reprendre la confiance et qu'on puisse arrêter un petit peu les débats sur Lucas Tassin. Ce serait bien. Hmm. Eh ben ouais, on lui souhaite et on nous le souhaite aussi, hein, parce que mine de rien, ça On nous le reste souhaite aussi d'ailleurs. un très bon joueur et qui peut faire beaucoup de bien à l'AS Saint-Etienne pour cette deuxième partie de saison et qui sait peut-être même au-delà puisque Lucas lui-même n'a jamais émis publiquement le souhait de partir. Euh, Il nous reste quelques minutes. On va parler du prochain match. Je vais enlever ces photos de brouillard que personne n'a relevé dans le chat. Je ne vous remercie pas, j'étais très fier de ma blague. Le prochain match, ce sera contre Nancy. Nancy qui est dans une mauvaise passe. Ils sont 15e actuellement au classement. Ils ont 5 défaites et 2 nuls sur les 7 derniers matchs. Nous, on reste sur la victoire face à 3. On est à quelques points, quelques tout petits points du leader. Est-ce que c'est un match que vous abordez sereinement, messieurs, ou pas? Et d'ailleurs, ça va être encore un match où les internationaux ne seront pas forcément présents. Quelle composition envisager pour ce prochain match contre Nancy, Martin? Moi, il n'y a aucun match de la S Saint-Etienne où je peux être Que tu abordes serein dans la sereinement. mesure où. Ouais. Bah oui, non, mais en fait, c'est une équipe qui est tellement cyclotimique, en fait. En fait, c'est une équipe qui est incapable de mettre la même intensité d'une semaine sur l'autre. Et que on sait que si elle met cette intensité-là, elle est au-dessus, parce que le talent, elle est au-dessus. Mais en Ligue 2, et si tu mets pas cette intensité-là, bah, tu peux te faire battre par n'importe qui. Nancy, effectivement, est dans une spirale assez horrible. Nancy est une équipe qui se battra sans doute pour son maintien. Nancy va mal. Nancy a du mal à prendre la mesure de la Ligue 2 après un début de saison qui était somme toute assez correct, mais ça ne veut pas dire que Saint-Étienne va leur marcher dessus. La logique voudrait que, mais le problème c'est qu'il va falloir Oui, la mettre logique les voulait qu'on ingrédients. gagne à Annecy, ouais. Voilà, et je te dirais, quelle que soit la compo en fait. Vraiment, quelle que soit la compo, c'est pas une histoire d'individualité parce que je pense que dans le groupe, tu peux presque faire une équipe et demie qui sera mais peut-être même deux équipes qui seront meilleures que que l'équipe type de Nancy. Mais ça ne veut rien dire. Voilà, ça ne veut Mm. rien dire. Moi, je veux juste des comportements qui soient dignes de ce club-là, de cette équipe-là et de ce championnat-là. Un David Tachvili, Tassin, Dufus, Cardona, t'as du talent, mais ça suffit pas. Et c'est ce que nous prouve ce début de saison. Cardona qui a marqué ce soir avec Malte contre la Pologne. Je voyais ça dans le chat tout à l'heure. Béranger, est-ce que, comme Martin, tu as du mal à être serein avant un match de l'AS Saint-Etienne? Ouais, bah, je suis très souvent d'accord avec Martin depuis le début de l'émission et je vais encore l'être, même si je vais peut-être apporter une petite once d'optimisme parce que j'ai tendance à me dire que ils vont pas refaire les erreurs qu'ils ont pu commettre ces dernières semaines. Je pense par exemple au match face au Mans à Geoffroy, ce genre de sortie-là. Effectivement, comme disait Martin, de toute façon, si cette équipe-là
Encore une fois, peu importe le 11 titulaire, hein, à quelques exceptions près, tu es au-dessus de 95, peut-être même 100% des équipes de ce championnat de Ligue 2. Alors en plus, quand on parle de Nancy qui est vraiment, vraiment en grande difficulté, pour avoir parlé avec un copain qui supporte l'AS Nancy-Lorraine, franchement, c'est très très compliqué et lui-même a du mal à les voir se maintenir en Ligue 2. Donc, on a tout évidemment pour gagner sur le papier. On doit gagner, on doit prendre 3 points et on doit même pas souffrir dans cette rencontre. Par contre, encore une fois, comme disait Martin, avec cette équipe, elle est tellement capable de te montrer un coup très bien et puis la semaine d'après, un manque total d'intensité, un état d'esprit qui est pas bon, des têtes baissées, un collectif qui ne se trouve pas, qu'on peut s'attendre à tout. Qu'on peut s'attendre à tout. Je pense que le début de match sera vraiment important. Si tu les mets vite en difficulté et que, un petit peu comme le match de Rodez, tu arrives à vite marquer et à les éteindre, je pense que ça se passera très très bien. En tout cas, si on met ce qu'il faut, si on met les ingrédients, ça se passera bien. Mais encore une fois, avec cette équipe qui est tellement imprévisible, on ne sait que penser. Mais quand même, allez, autant j'étais très très dubitatif, très inquiet ces dernières semaines, autant là, je sais pas pourquoi, j'ai envie de croire qu'on va gagner sans trop souffrir. Ok. Et ben, un petit pronostic pour accompagner cet optimisme? 3-0, allez, 3. Allez, 3-0. Et Martin, toi de ton côté? Ouais, un petit 2-0. Allez, 2-0. Quentin, est-ce que tu as un prono à nous donner? Ouais, une petite victoire 3-1 de Santé. 3-1 de synthé. Et ouais, moi aussi, je ne vois pas ne pas prendre de but. Donc, je vais dire un 3-1 aussi. Allez. Je vais prendre les noms des buteurs parce que, mine de rien, on fait un petit peu les comptes à la fin de la saison. Donc, ton 3-0, il est marqué par qui, Béranger? Nadé, Cardo revient hein, ce week-end du coup. Ouais. Est-ce qu'il sera encore en Il sélection est... avec Malte? Non, normalement, ce sera fini. Non, voilà. Donc Nadé, Cardona et je vous annonce un but de Tardieu aussi. Un but de Tardieu. Ok. Martin? Ouais. Un doublé de Davitashvili, fin de match, 71 et 78. Ah, il est précis. Oh la cote, oh la cote, elle est belle. Quentin, c'est qui tes buteurs à toi? Moi, je vois Zurico, Davitashvili aussi, Stassin pour essayer de Ouais. se relancer, et Aymen Mouefek pour essayer de Allez. valoriser Voilà. sa bonne performance, ses bonnes performances ces dernières semaines. Et moi, je vais dire donc mon 3-1, il sera marqué par Dufus parce que définitivement, j'aime beaucoup ce joueur. Euh, euh, Pourquoi pas un but de Boakier qui est quand même en forme en ce moment, qui est quand même en forme. Euh, et, euh, et allez, Cardo. Allez, là, c'est le pronostic du cœur, hein. J'y crois pas une seconde, mais, mais on va Et qui va espérer. faire sa connerie en défense pour le but de Nancy? De quoi? Et qui va faire sa connerie défensive pour le but de Nancy? Bah, On en a toujours une normalement. je crois qu'on est tous d'accord pour dire que ce sera Joao Ferreira, malheureusement. Bon, on lui souhaite pas en tout cas. C'est possible. Merci messieurs pour cette émission. Merci Béranger, merci Martin, merci Quentin. Merci à vous qui nous avez écoutés ce soir. On vous souhaite une bonne semaine. Bien sûr, à la semaine prochaine pour débriefer ce match contre Nancy. Allez les Verts. Et à bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Ciao. Bonne soirée!